Nouvelle édition même. Madame, Monsieur, merci de nous retrouver sur Cam News 24. Le programme, c'est Conversation. Deux sujets majeurs à la une. Politique au Cameroun. Sur le chemin de la présidentielle de 2018, peut-on s'exprimer ainsi? Les inscriptions sur les listes électorales, eh bien, et les camarades rendu sa copie. À la date du 31 août 2016, plus de 6 millions d'inscrits sur le fichier électoral. On parle de plus de 100 000 nouveaux inscrits simplement au cours de 2016. Eh bien, est-ce une performance pour Elecam ou alors Elecam aurait pu faire mieux au vu des moyens humains et même du budget mis à sa disposition par le pouvoir en place, par le gouvernement camerounais? Eh bien, nous verrons tout cela dans ce programme. Et puis à l'étranger, politique toujours, tout près en Afrique centrale, le Gabon se porte très mal. La crise post-électorale se poursuit avec les différents parties prenantes. Le candidat Jean Ping de l'opposition a introduit finalement son recours auprès de la Cour constitutionnelle. Eh bien, les deux parties disposent de 15 jours pour arriver à une sortie de crise. 15 jours, délai pour la Cour constitutionnelle de se prononcer sur cette question. Et puis, pour échanger, pour discuter, pour converser, comme le dit ce programme, nous recevons le docteur Justin Aimé Fogoum. Il est le président national du Parti vert pour la démocratie au Cameroun. Bienvenue sur Conversation. Merci, cher. Comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Et je profite de l'occasion que vous me donnez pour dire bonjour à mes téléspectateurs, pour dire bonjour à la population camerounaise et pour dire à tous ceux qui ne croient pas aux structures de l'État de bien vouloir les tester. Parce que ce n'est pas en restant à la maison qu'on va prouver que ce que l'État fait est vrai. Alors, on vous sent déjà en plein dans le sujet, docteur Justin Aimé Fogoum. On parle donc d'Elecam directement, puisque vous avez même introduit le programme Election Cameroun. On parle des inscriptions sur les listes électorales. Le fichier d'Elecam affiche aujourd'hui 6 316 836 inscrits à la date du 31 août 2016. Alors, est-ce que ce chiffre vous parle? Est-ce que ce chiffre, de votre point de vue, est convenable? Je dirais oui et non. Parce qu'à une certaine époque, effectivement, je dirais, nous, au Parti vert, on ne croyait pas, n'est-ce pas, aux activités assez serrées, n'est-ce pas, de l'ECAM. Mais compte tenu de la structure, de la qualité, n'est-ce pas, de l'instrument que l'État a mis à la disposition, n'est-ce pas, de tous les Camerounais, nous commençons à penser que ce qu'ils peuvent déclarer peut être pris comme vérité. Pourquoi pris comme vérité? Parce que nous-mêmes, on a sillonné les villages et nous avons sillonné certains blocs. Un quartier. Nous avons observé que vraiment les agents de l'ECAM sont en train de faire du boulot. Du bon travail. Du boulot. Je suis mal placé pour savoir si c'était bon ou c'était bien, parce que ça dépend des objectifs, n'est-ce pas, qui se sont fixés. Alors, on parle de 510 362 nouveaux inscrits pour le compte de 2016, ce qui est mieux qu'en 2015. Est-ce que, à votre avis, il s'agit là, prenons uniquement 2016, d'une performance? Oui, si c'est les chiffres sont avérés, je crois que c'est beaucoup de travail. C'est vraiment, ils sont à la limite, permettez-moi, ils sont à la limite à féliciter. Parce que c'est pas facile d'inscrire, n'est-ce pas, par les temps qui courent, par les difficultés qu'ils rencontrent, par le travail, n'est-ce pas, de conviction
par la publicité qu'il faut faire et par le marketing politique qu'il faut mener, d'aller au Cameroun aujourd'hui, n'est-ce pas, dénicher 500 et des poussières De nouveaux inscrits. de nouveaux inscrits. Alors, je vous rappelle quelques chiffres. Alors, comment est-ce qu'on part de 8 millions à 6 millions? Oui, c'est simple, hein. Vous savez, dans les années euh, 2013, non, je veux dire 2010, 2010, oui. beaucoup plus, hein, à l'époque où c'est le ministre Kodok qui gérait le ministère du développement et de l'économie, je veux dire. Il avait dit, il avait prévu, n'est-ce pas, qu'il atteindrait à cette époque-là 8 millions d'inscrits. Et il nous a fait croire, il a fait croire à tout le monde que les 8 millions seraient atteints. Malheureusement, au bout de cette période-là, nous en étions tombés à 5 millions, presque 248 000 inscrits seulement. Et c'est ce chiffre Qui est resté. et c'est ce chiffre qui a été présenté, n'est-ce pas, pour les élections de 2011. Oui. Oui, c'est ça. Donc, c'est quand vous remarquez très bien, n'est-ce pas, la liste des inscrits aux élections de 2011, on est à moins de 5 500 000. Alors, quelques chiffres, docteur Aimé Fogoum, pour argumenter, pour appuyer davantage nos dires. On a lancé la nouvelle opération, je crois, en 2012. Elle a été initiée en 2012 et en 2013, on comptait 5 437 870 inscrits sur les listes électorales. En 2014, on a eu 159 171 inscrits et aujourd'hui, donc 2016 est donc l'année où il y a eu beaucoup, on va dire, de nouveaux inscrits. Est-ce que ce ne sont pas finalement les populations qui ont compris l'intérêt du bulletin, du vote? Est-ce que c'est forcément à attribuer? Je veux vous dire, hein, il faut bien savoir que à l'intérieur de l'ECAM, il y a eu une grosse crise entre le directeur général et le PCA. Fonka Mazou et puis Sani Tanimou. Voilà. Cette crise, PCA et DG. Tout à fait. Cette crise a beaucoup influencé déjà le travail que les agents devaient exécuter sur le terrain. Il y a eu beaucoup de tiraillements. Et pendant ce temps, n'est-ce pas, les choses traînaient jusqu'à ce que Babalé arrive. En remplacement de Sani Tanimou. Tout à fait. Donc, quand Babalé arrive, il redonne un souffle nouveau à Elekam et il réorganise la machine, n'est-ce pas, pour les inscriptions. Et voilà, les résultats sont à peu près meilleur par rapport aux résultats antérieurs. Oui, aux résultats de 2015. Oui. Effectivement. Alors, je reviens à ma question. Est-ce que vous estimez que ce travail qu'a abattu l'ECAM sur le terrain et ce travail qui est félicité par vous est uniquement à mettre à l'actif de l'ECAM? Est-ce que ce ne sont pas les populations qui, elles aussi, ont compris l'intérêt de s'inscrire? Tout à fait. Je vous ai dit par ailleurs que le Camerounais est un monsieur très sceptique. On ne convainc pas aussi facilement que vous le pensez. Et il faut savoir que beaucoup de Camerounais, au départ, et même jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas beaucoup cru et ne croient pas, n'est-ce pas, à la machine ELECAM. Ils se disent que c'est un machin de l'État qui est mis sur pied tout simplement pour valider les turpitudes du RDPC. Or, quand nous avons plutôt cette lecture de la chose, les inscriptions sont généralement difficiles. Mais
le jour où ils comprendront que l'ECAM devrait être, en fait, l'ECAM devrait être une machine neutre, Indépendante. De manière à ne plus subir, n'est-ce pas, les injonctions de l'État. Ce jour-là, n'est-ce pas, beaucoup de Camerounais s'inscriraient et pour mieux s'exprimer, n'est-ce pas, lors des différents scrutins. Mais oui, docteur Aimé Fegouman, vous comprenez bien, vous dites bien de vrai. Est-ce que vous pensez qu'à l'état actuel des choses, l'ECAM assure cette garantie-là auprès des populations? Est-ce qu'on peut dire, voilà, après ONEL 1, ONEL 2, l'ECAM aujourd'hui est, je sais pas moi, présente patte blanche et rassure tout le monde sur sa neutralité? Je dirais, je continuerai, n'est-ce pas, à rester, n'est-ce pas, dans le doute ou dans le dubitatif. Parce que, dites-vous toujours une chose, jusqu'à ce que, à l'intérieur de l'ECAM, on ait certains membres qui viennent de l'opposition, même pour nous au Parti Vert, l'ECAM reste, à mon avis, cet appareil de l'État. Partial. Oui, partial. Parce que du planton au PCA, ils ont beau nous dire, au cours de toutes les conférences que nous tenons ensemble de temps en temps, qu'ils sont neutres, que je dis, vous ne pouvez pas être neutre et aller élire. Parce que vous ne pouvez pas dire que je suis neutre et au moment de délire, vous élisez, par exemple, vous prenez le bulletin du parti qui vous a placé là-bas. Parce que en réalité, nous avions cru, avant ONEL, que l'appareil de l'État, non, cet appareil devant être, pour être neutre, devrait comporter les différents membres, beaucoup de membres enfin peut-être à part égale, mais tout au moins de manière proportionnelle, les membres de l'opposition, pour rendre le travail fluide et à la limite acceptable pour tous. Mais très souvent, des propositions sont faites à l'endroit de ces figures-là qui décident simplement de les décliner. Oui, c'est la nature du président Biya. Biya lui-même n'est pas facile à manœuvrer. Donc, lui, il fait ce qu'il veut, il fait ce qui lui passe à la tête. Et malheureusement, il vous dit, si vous voulez, vous y croyez. Si vous voulez, n'y croyez pas. Dans tous les cas, je n'ai rien à perdre. Donc, vous comprenez que devant cette situation, bon, les membres auront bien été de bonne foi, que cette bonne foi serait mise à l'épreuve, remise en question. Voilà, serait remise en question. Alors je tiens à préciser que le Parti Vert pour la démocratie, dont le président national, le docteur Justin Aimé Fegouman est sur ce plateau, est un parti de la majorité au pouvoir. Ça, il faut bien le préciser. Ce n'est pas un parti de l'opposition. Non, c'est faux ce que vous dites. Nous ne sommes pas un parti de la majorité au pouvoir. Nous sommes un parti de la majorité du candidat. La majorité du candidat au pouvoir. Non, du candidat, oui, du candidat qui a gagné les élections. En quoi c'est différent? C'est différent parce que, en dehors des élections présidentielles, nous reprenons notre place, n'est-ce pas, de candidats de partis d'opposition, puisque aux élections législatives, je veux me battre au même titre que le gars du RDPC, du SDF, voilà, le gars du SDF, le gars du UNDP, ainsi de suite. MRC. Voilà. Donc nous, on va se battre, on va porter, n'est-ce pas, les mêmes gants pour aller batailler sur le terrain. Aux élections municipales, ça devrait être pareil. Et à toutes les autres élections, n'est-ce pas, excepté l'élection présidentielle. La présidentielle qui est réclamée, hein, parce que ne nous disons pas que nous sommes acquis, jamais.
qui est demandé, qui est insisté pour que nous aidions, nous donnions nos voix, nous demandions à nos candidats qu'au lieu autant comme nous ne sommes pas allés aux élections, ou comme nous n'avons pas encore la capacité d'aller aux élections, que nos voix soient données au président Biya. C'est clair. Soit donné au président Biya. Voilà, nous ne sommes donc pas majorité du RDPC, jamais. Je suis plutôt l'adversaire le plus juré du RDPC. Donc, ça dépend des contextes et des enjeux, enjeux législatifs, enjeux municipaux, mais lorsqu'il s'agit de la présidentielle, eh bien, le Parti vert pour la démocratie négocie avec le candidat Biya. Le candidat au pouvoir ou au candidat Biya? Le candidat qui vient nous dire des choses, qui vient nous faire des promesses, hein, qui vient nous prouver qu'il peut faire mieux. Parce que notre candidat arrive. Et pour l'instant, c'est le candidat Biya. Voilà, pour l'instant, c'est Biya qui a dit mieux. Voilà, c'est lui qui a dit mieux. Bon, et quand il dit mieux, bon, je vais travailler avec lui. Vous avez vu des partis aller travailler avec le SDF, non? Hein, vous avez eu les Nzonga, vous avez eu celui qui est ici, le président de la section de Douala, là, Monsieur le président de section de Douala, c'était un parti politique qui s'est allié au SDF. Donc, beaucoup de partis se sont alliés soit au SDF, soit à un autre parti. Vous parliez déjà à Michel Ntieu? Voilà, Ntieu est un parti politique. Au départ, oui. Oui, bon, il s'est fondu, mais je ne sais pas. Quand il se fond en SDF, ça ne vous dit rien. Mais quand nous voulons travailler avec le parti de M. Biya, vous nous en voulez. Alors là, on ne comprend toujours pas, quelle est cette... Vous n'êtes pas avec, vous êtes à côté, vous êtes sur le côté, parfois avec, parfois sur le côté, parfois en opposition. Voilà, nous n'avons pas de position fixe. Mais on a des positions, n'est-ce pas, par rapport à une situation donnée. Qui concerne le bien du Cameroun. Et ces situations sont négociées. Je vous le dis, je répète, c'est négocié. Alors, on revient sur notre sujet, toujours ELICAM, pour interroger les chiffres. 306 755 hommes, dont au sein des 510 362 nouveaux inscrits en 2016, on a 306 755 hommes, 203 607 femmes et 367 435 jeunes. Alors, que pensez-vous de la participation des femmes? Seulement 203, alors qu'on sait que la population camerounaise, les femmes sont plus nombreuses, hein, plus de 52%, je crois, de femmes au Cameroun. Comment comprendre que les femmes tardent encore à participer, notamment aux inscriptions, même je sais pas qu'elles sont de plus en plus dans les hautes sphères de l'État, elles sont maires, elles sont députées, elles sont sénatrices ici, mais à l'observation de ces chiffres, les femmes marquent encore le pas sur place. Oui, c'est vrai, et ça restera encore vrai pendant au moins une vingtaine d'années. Parce que, vous savez, les femmes ont beau être nombreuses, que moins de femmes sont instruites. Parce que quand vous prenez les statistiques, maximum 15% de femmes sont allées à l'école. 15% de femmes. Et quand 15%, il n'y a que 15% de femmes qui sont allées à l'école, vous comprenez que celles qui vont s'engager à aller aux élections ne seront que faibles. Oui. À ce niveau, beaucoup de femmes ne vont pas à l'école. Pour la plupart, ne vont pas encore à l'école. Quand vous allez vers Berthois, vous trouvez presque 80% de femmes qui ne vont pas à l'école. Mais aussi dans le septentrion. Quand vous allez, tout le monde court à parler du septentrion. Ce n'est toujours pas prouvé. Parlons d'abord de ce que nous savons. Hein. Quand vous allez rentrer ici dans le sud, beaucoup de femmes ne savent même pas de quoi on parle, puisque ici, l'avantage au sud, c'est qu'elles s'inscrivent parce que c'est l'enfant du village. Bon.
Mais quand vous allez par exemple vers le sud-ouest ou vers le nord-ouest, je vous assure que moins de 20% de femmes sont allées à l'école. Donc, ceci étant, moi je n'ai pas parlé de l'ouest, hein, parce que même à l'ouest, beaucoup de femmes seraient allées à l'école, mais elles restent extrêmement réticentes parce qu'elles continuent à penser que tout ce qui est mis à la disposition du peuple par l'État, par le gouvernement, n'est-ce pas, reste toujours à décision partielle. Et donc, elles se disent... que les dés sont jetés, ça ne voilà, change, que l'on participe ou pas, ça ne change rien. Que c'est pas la peine de, au lieu d'aller faire sa cuisine le jour des élections, qu'elle aille s'aligner pour perdre des voix. Alors, on sort de cette question et les CAM avec cette préoccupation. J'indiquais à l'entame de ce programme que Elecam estime le potentiel électoral au Cameroun à 10 millions. Aujourd'hui, nous sommes en 2016, Elecam en est à 6 millions. Il y a des organisations de la société civile qui parlent de 15 millions en termes de potentiel électoral sur une population camerounaise qui se chiffre à près de 24 millions. Ça, on le sait déjà aussi. Est-ce que vous pensez qu'à la lueur où vont les choses, Elecam pourrait atteindre au moins les 10 millions, le potentiel estimé, avant les échéances de 2018? Est-ce que c'est possible, puisque les inscriptions vont reprendre en 2017? Est-ce que le laps de temps, le temps qui reste, Elecam est capable en ce temps-là d'arriver à 10 millions si vous prenez le chiffre actuel, et si vous relativisez, vous comprenez que l'ECAM aura maximum inscrit une 15%, n'est-ce pas, d'électeurs sûrs. Bon. Alors, si vous ajoutez l'année prochaine 20% de ces électeurs, de nouveaux électeurs, c'est-à-dire 1,2 million, à la fin de 2007, l'ECAM sera... 2017 2017, je veux dire. L'ECAM sera à 7 millions, à 8 millions, non, à 7 millions 900 000 inscrits. Ils ont presque près de 8 millions. Oui, presque 8 millions. Mais ça, c'est encore des chiffres. Des suppositions. Des suppositions. Je dis, vous voyez que je parle, n'est-ce pas, dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas. À ce titre, n'est-ce pas, il y a beaucoup de travail que l'ECAM doit abattre sur le terrain. Et convaincre, comme vous avez dit, il y a un vivier électoral qu'on appelle les femmes, effectivement, comme vous avez dit tout à l'heure. Il faut convaincre les femmes. Il faut les amener à s'inscrire. Il faut amener la femme de 18 ans, 19 ans, 20 ans, 22 ans à s'inscrire. Parce que dites-vous une chose, hein, encore à 22 ans, nos femmes surtout se croient être de petits-enfants. Elles ne trouvent pas la nécessité vraiment d'aller aux élections. Parce que pour elles, ça ne veut rien dire. Pour elles, il n'y a pas encore d'intérêt. Pour elles, bon, ça va venir. Et c'est entre 26, 27, 28 ans qu'elles commencent à prendre la chose au sérieux. Est-ce que ce n'est pas aussi la faute des institutions publiques, de l'État en général, du gouvernement, qui ne donnent pas des signaux permettant à ces femmes-là de dire voilà, ça peut changer si nous participons? Mais attendez, pourquoi vous voulez toujours trouver la faute à quelqu'un? C'est le travail que Elecam fait, n'est-ce pas, est un instrument lié à un processus. Et le processus est généralement lent. Et quand un processus est lent à mordre, vraiment, on ne peut que continuer à faire, à mettre beaucoup d'efforts pour atteindre le moindre objectif qu'on peut avoir. Ça prend beaucoup de moyens. Il est quand même un budget, il est quand même des ressources humaines. Il est quand même un budgétivore. Il consomme beaucoup d'argent.
pour le rendu. Mais il faut comprendre, si on ne le fait pas, on n'aura pas d'électeurs. Et on a besoin, effectivement, pour que les élections soient crédibles, vraiment soient crédibles au Cameroun, il faut au moins 15 millions d'électeurs. Voilà, madame, monsieur, le programme, c'est Conversation avec le docteur Justin Aimé Fogoum, qui est le président du parti Vert pour la démocratie au Cameroun. Et notre sujet toujours politique, mais cette fois-ci, on prend le vol tout en restant dans ce studio pour le Gabon d'à côté. Ce petit pays de l'Afrique centrale connaît une crise post-électorale après la présidentielle du 27 août 2016. Et bien, les différentes parties prenantes campent sur leur position après la proclamation de la victoire du président sortant Ali Bongo Ondimba. Eh bien, l'opposition a introduit un recours auprès de la Cour constitutionnelle pour notamment protester sur les résultats concernant la province du Haut-Ogooué, qui est la province d'origine du candidat Ali Bongo Ondimba. Alors, avant de revenir sur le recours introduit et puis ses implications, un commentaire sur l'après-proclamation des résultats au Gabon, notamment la posture des candidats Jean Ping et puis Ali Bongo Ondimba. Oui, permettez-moi de faire quelques historiques liés, n'est-ce pas, à la démarche. Hein, parce que, bon, j'admire un candidat et j'en dénonce un. Je dénonce le candidat Ping qui, au lendemain des élections, avant même qu'on ait commencé à ouvrir les urnes, M. Ping a non seulement tenu un discours, mais a tenu une conférence au cours de laquelle il se proclamait déjà président de la République. Bien. Et de jour en jour, jusqu'à la proclamation officielle de ces élections, M. Ping, n'est-ce pas, brouillait les pistes. C'est ainsi que il tenait et ses conférences, il parcourait les ambassades, il se faisait d'ailleurs conseiller par l'ambassadeur des États-Unis et celui de France. Bien, bref, il n'était pas tranquille par rapport aux autres candidats, aux 9 autres candidats qui étaient restés tranquilles dans leur coin en attendant les résultats des urnes. Bien. Je disais que j'admirais la position d'un et je dénonçais le comportement de l'autre. Bien. Même si Bongo n'était pas sérieux, il a au moins prouvé, à travers son comportement, à travers sa démarche, qu'il avait une maturité politique, qu'il était réellement peut-être l'homme de la situation. Mais cela se comprend, il était au pouvoir. Non, ça ne se comprend pas. Pourquoi il aurait au même titre répondu à Jean Ping. Il aurait répondu, hein, il lui aurait dit, monsieur, écoutez, ce que vous racontez, c'est pas vrai. Bon, mais lui, il a gardé son calme. Et chaque fois qu'on avait l'occasion d'aller le rencontrer, il disait, mes amis, vraiment, je vous aime bien. Nous, on attend les résultats des urnes. Eh bien, je dis que M. Ping a jeté, n'est-ce pas, le désordre. M. Ping a préparé ce désordre tel que tout le monde était pris au piège. Parce que, tel qu'il s'était préparé, quels que soient les résultats des élections, à moins de lui être favorable, il devait avoir grabuge. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé lorsque on a
On a même proclamé les élections 24 heures plus tard. Les résultats. Les résultats 24 heures plus tard. Parce que vraiment, il fallait trouver le moyen de le faire. Puisque les résultats ressortaient M. Bongo comme étant vainqueur. Ali Bongo vainqueur avec 49,80% ou 86%, je ne sais plus trop, 48,26% pour le candidat Jean Ping. Est-ce que c'est cet écart serré, que dis-je, trop serré entre les deux candidats qui peut, je ne dirais pas justifier, mais expliquer, rendre pertinent la protestation ou alors la contestation de la réélection d'Ali Bongo par le camp Jean Ping? Je vais vous dire, hein, il y a les élections, généralement, ont deux systèmes. Il y a des élections, par exemple, à 2 tours. Et et des élections à 1 tour. Les élections à 2 tours disent que est vainqueur celui qui a 50% plus une voix. On n'a pas dit 1%. On n'a pas dit 2%. On dit une voix, 50% plus une voix. Bien. Il en est de même pour les élections à un tour. Oui. Si Bongo n'avait qu'une voix supérieure à celle de M. Jean-Pierre, il devrait être proclamé vainqueur. Parce qu'on veut quelqu'un qui vient en tête. Devant l'autre. Oui. Alors on parle de quelques 5000 voix seulement qui séparent Ali Bongo de Jean Ping. Donc vous dites que c'est mince, mais c'est décisif. Vous continuez à me dire la même chose. J'ai dit que une seule voix, pas 100, pas 10, pas 15. J'ai dit une voix suffirait pour que le candidat, pour que celui qui aurait obtenu la majorité soit proclamé vainqueur. Oui. Or, Bongo a eu plus de 100 000 voix, donc il ne pouvait être que vainqueur. On ne peut pas comparer les écarts. Les écarts n'ont rien à voir ici. On n'a pas dit que ce serait 2 ou 3% d'écart qui pourraient... Voilà. Il y a eu près de 5000 voix de plus que Jean Ping. Alors, maintenant, revenons sur l'actualité. Maintenant que l'opposition, après avoir décrédibilisé l'impartialité, remise en question l'impartialité de la Cour constitutionnelle, a saisi la Cour pour protester contre les résultats de la province du Haut-Ogooué, où on parle d'une participation de 99% avec une victoire d'Ali Bongo estimée à 95%. Aujourd'hui que le recours est introduit, est-ce que vous pensez qu'on va là vers une sortie de crise au Gabon ou alors vraiment l'avenir sera encore plus difficile? J'aurais souhaité que ce fût la sortie de crise. Mais aussi versatile qu'il est, il a bien fait de pointer du doigt la province qui a donné la victoire à Ali Bongo. Bien. Et c'est extrait. C'est toujours pour maintenir la pression sur, cette fois-ci, sur la Cour constitutionnelle. Oui. Est-ce que veut-il demander qu'on aille dans le Haut-Ogooué et recompter les voix? Oui. Est-ce que ce qu'il veut demander? C'est exactement ce qui est libellé dans le recours. Oui. Il demande le recomptage des voix dans cette province-là. Bureau par bureau. Ce qui reste, n'est-ce pas, sur la même dynamique. Donc, M. Ping, je ne souhaiterais pas dire des choses qui vont... Mais je veux quand même le dire, je suis un homme politique, je n'ai peur de personne. M. Ping, pour aussi mesquin qu'il est, pour avoir déjà refusé en Côte d'Ivoire de faire le recomptage des voix. C'était en 2011, hein, voilà. Après la crise post-électorale. Après la crise post-électorale. Après avoir refusé, alors que c'était demandé par le candidat élu. Parce que c'est souvent le candidat battu
qui demande. Mais ça, le candidat élu demande, n'est-ce pas, le comptage des voix. Et comme Ping est soutenu par une force occulte dont je ne saurais citer le nom, a dit niet. Oui. Il en est de même pour la Libye. Monsieur Ping se serait opposé au carnage et à l'assassinat du président du guide libyen. Du guide libyen, que, semble-t-il, le guide libyen ne serait pas mort aujourd'hui. Docteur Justin Aimé Fogoum, j'aimerais que vous me permettiez de relativiser tous ces dires. Il faut aussi comprendre que pour l'intervention en Libye, le Gabon était un membre non permanent au Conseil de sécurité et que Ali Bongo, le Gabon, avait voté pour. Le Gabon gouverné par Ali Bongo était d'accord. Donc on peut aussi revenir écouter Ali Bongo qui, à l'époque, avait aussi demandé à Laurent Gbagbo de quitter le pouvoir. Hein. Donc, oui, finalement... oui, d'accord, mais je veux dire que ce soit... Je n'ai pas béni M. Ali Bongo. Oui. Je n'ai pas dit qu'il avait raison, qu'il a eu raison. J'ai dit que à tous les niveaux, quelle que soit la situation qui s'impose, l'Afrique, d'abord, doit chercher à gagner. L'Afrique doit chercher à dire la vérité. L'Afrique doit lire la vérité et protéger ses fils. Ça, c'est le rôle, n'est-ce pas, de tout bon représentant nommé dans les instances continentales, voilà, onusiennes, dans les instances onusiennes, internationales, vous comprenez? Mais que nous soyons complices d'un sang versé, d'une goutte de sang versé, d'un seul bébé africain pour une sale décision. Vraiment, je crois que ce sang, on a dit que le sang ne poursuit pas, on se trompe. Ce sang les poursuivront. Ces sangs le poursuivront jusqu'au bout. Hein? Mais jusqu'à la tombe, ils sont poursuivis. Donc, vous comprenez que vraiment, je souhaiterais même que Ping gagne les élections et je verrai comment il va gérer le pays. Parce que un vieux de 73 ans, qu'est-ce qu'il peut bien faire? Bien, alors qu'il n'avait jamais géré le pays auparavant. Vous croyez que c'est aujourd'hui qu'il va faire l'apprentissage, la gestion de la chose? Non. C'est un peu trop tard pour M. Ping pour aller faire ses essais, n'est-ce pas, à 73 ans. C'est trop tard pour lui. À 40 ans, je lui aurais donné raison. Je lui aurais demandé d'aller à l'école, c'est-à-dire d'aller gérer, d'aller faire le premier mandat et de s'améliorer au deuxième. Mais celui-ci, il y a 7 ans, hein, il y a un mandat de 7 ans. Oui. Je ne suis pas sûr que le monsieur puisse faire les 7 ans, hein, avant d'être ramassé par la mort qui passe par là. Alors, on sort bientôt de ce programme. Comment appréciez-vous, je ne dirais pas l'intervention, mais je dirais plutôt l'initiative de la France qui a aussi demandé au Gabon de finalement souscrire à l'idée de Jean Ping en procédant au recomptage des voix bureau par bureau, même si la constitution gabonaise ne l'indique pas, et surtout à intimer entre parenthèses au pouvoir de tout faire pour mettre la lumière sur la disparition des Français. Est-ce que cela augure une intervention possible de la France au Gabon? D'abord, quand vous lisez les journaux depuis 2013, ou depuis que Bongo a demandé qu'on revoie les comptes de Total, Gabon, jamais plus la France a porté le Gabon comme un pays ami, frère. Ami. Jamais plus. Bongo est devenu l'indésirable, l'homme à abattre. Et l'occasion, non, même pas tout ça, toutes les interventions
de pierre payant, de ceux qui n'ont pas eu aussi. de bougies, des gens qui n'ont pas eu de marché au Gabon. Parce que le Gabon s'est ouvert aux Chinois, aux Russes et autres. Et autres, n'est-ce pas? Le Gabon, n'est-ce pas, pour la France, est un pays perdu. Pour eux, ils ont perdu le Gabon. Donc, il faut tout faire pour récupérer, n'est-ce pas, ce département français. Parce que, souvenez-vous, Léon Bas disait que le Gabon est un département français. Donc, pour la France, le Gabon ne saurait faire autrement que de soutenir pour elle la mère patrie. Cette mère patrie, c'est la France. Donc, l'occasion est pleinement donnée à la France de sortir de ses gonds pour abattre l'homme qu'il fallait abattre, c'est-à-dire pour abattre M. Bongo. Encore que, eux, ils ont souvent dit que Bongo n'avait pas eu les élections en 2009. En 2009, c'est grâce à la France, il était troisième sur la liste. Et on a dit, ah bon? Donc, Bongo était troisième sur la liste et vous en avez fait président. Et que pensez-vous de celui qui avait gagné les élections et que vous avez écarté? Donc, ça devrait tout simplement se retourner contre vous. À ce niveau, nous disons que vraiment, la France n'est pas sérieuse. La France n'est pas sérieuse. La France crée des perturbations en Afrique. La France aimerait que l'Afrique retombe dans la merde. La preuve, prenez le nord Cameroun, prenez le sud du Tchad, prenez le nord nigérian, prenez, n'est-ce pas, le sud-est nigérien, qui sont en perturbation, en trouble. Tout simplement parce que la France a pressenti que cette zone pétrolifère avait été donnée aux Chinois. Moi, j'ai la preuve, puisque je devais faire les études d'impact environnemental de la société qui avait gagné le marché dans cette zone du Cameroun. Monsieur, jusqu'aujourd'hui, ce marché est suspendu. On nous a dit, attendez que la paix revienne dans le coin pour que vous alliez faire votre travail. Or, pourquoi j'incrimine la France? Tout simplement parce que sur le terrain, l'armée a découvert, a ramassé les armes françaises, n'est-ce pas, distribuées à tour de bras par la France à qui voulait faire cette guerre-là. Et vous comprenez à ce niveau donc que la France. Alors, Justin Aimé Fogoum, quelle peut être l'issue, que préconisez-vous pour sortir de la crise gabonaise, hein? On sort de ce programme avec cette recommandation que vous pouvez formuler à l'endroit notamment du Gabon aujourd'hui, qui est vraiment dans une situation inconfortable et qui intéresse autant la sous-région Afrique centrale, autant tout le continent africain et même le monde entier. Je souhaiterais tout simplement que la vérité soit dite, qu'on lise les résultats, n'est-ce pas, sortis des urnes, et que le vainqueur gagne. Je n'ai pas d'autres conseils à donner que de demander que ce soit Ping qui, après l'examen, n'est-ce pas, de la Cour constitutionnelle,
ait gagné, qu'on lui laisse le pouvoir, et que le perdant accepte, parce que le tout n'est pas de gagner, il faut que le perdant reconnaisse qu'il a perdu. Ça, c'est d'un. De deux, je ne serai pas tolérant auprès, ou du moins tolérant pour ceux qui se sont donné l'occasion de brûler, n'est-ce pas, l'Assemblée nationale, Oui. et de détruire Les marchés et autres. les instruments de souveraineté Du pays. Vraiment, qu'après tout cela, qu'on les poursuive. Parce que s'il faut continuer à les laisser, à chaque élection, il y aura... Toujours des troubles, des grabuges, toujours des situations... Voilà. Et qu'à un certain niveau, la France soit poursuivie à La Haye. Oui, oui, que la France soit poursuivie à La Haye, pourquoi pas. Il faut que nous soyons capables de porter plainte contre ces perturbateurs et ces troubleurs. Eh oui, monsieur, que la France soit poursuivie là où il faudrait. Parce qu'il ne faudrait pas... non, non, non. On en a assez. On en a assez. Voilà. Alors, un dernier mot, docteur Justin Aimé Fogoum. Oui. Mon dernier mot, c'est que les Africains soient convaincus des instruments qu'on met à leur disposition pour leur permettre de choisir. Que les Africains mûrissent de là où ils sont et que nous soyons capables, n'est-ce pas, d'accepter les vérités. Nous savons du fond du cœur que lorsqu'il y a une élection, il n'y aura qu'un seul gagnant. Il n'y aura qu'un seul gagnant. Il n'y en aura pas deux. Il n'y aura pas deux présidents au Gabon, encore moins dans d'autres pays. Donc, que le gagnant gère le Gabon comme il se doit et que tous ceux qui ont perdu les élections fassent allégeance au président gagnant. Bien. Voilà. Merci, docteur Aimé Justin Fogoum. Vous êtes le président du Parti vert pour la démocratie au Cameroun. Vous étiez notre invité dans ce programme Conversation. Voilà, monsieur, merci de votre fidélité. Restez en compagnie des programmes de CamNews 24. On se retrouve prochainement pour une nouvelle édition de Conversation. Au revoir.